Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les titres de ce journal. Vivre avec la drépanocytose est aujourd'hui possible, mais le dépistage et la prévention permettent de diminuer les risques. Précision à suivre. La mer est l'étendue d'eau salée qui occupe la plus grande partie de la surface terrestre. Elle comprend les océans et recouvre 70% de la surface de la planète. Mais c'est aussi une ressource économique incroyable. On va également aborder la question de la piraterie des œuvres littéraires. En quoi cela consiste-t-il et comment y mettre définitivement fin? Et nous démarrons ce journal par la drépanocytose, une maladie génétique qui touche plus de 50 millions de personnes dans le monde et qui altère la fonction de l'hémoglobine. Très présente sur le continent africain, notamment au sud du Sahara, cette pathologie fait de nombreuses victimes et pourtant, le dépistage précoce permet de mettre en place un suivi médical pour diminuer la gravité ou la fréquence des complications. C'est à l'âge de 19 ans que cette jeune patiente apprend qu'elle est drépanocytaire. 2 ans après, elle doit faire face à une complication chronique de la maladie. Ses os se détériorent. C'est pas facile. Quand les crises viennent, on a mal partout. On prend nos comprimés. On a juste envie que les douleurs cessent. Impuissante face à cet état de son enfant, une mère dont la voix trahit le lourd regret que les yeux arrivent facilement à ne pas exprimer. La patiente pourra bientôt recouvrir l'entièreté de ses os. Seulement, son état actuel aurait pu être évité. L'idéal aurait été de pouvoir prendre en charge au plus tôt, dès la naissance. On pose le diagnostic de la drépanocytose si cette maladie existe chez les enfants, pour que ces enfants fassent l'objet de suivi systématique et régulier. C'est seulement de cette façon qu'on peut prévenir la survenue des complications aiguës et éviter la survenue de ces complications chroniques. La prise en charge, elle reste aujourd'hui la meilleure solution si le drépanocytaire veut voir devant lui de meilleurs jours et se fait en fonction de l'état clinique du patient. Nous avons la prise en charge primaire qui concerne le style de vie que doit adopter le patient drépanocytaire, qui inclut les consultations trimestrielles, les contrôles trimestriels. Le patient est censé boire 3 litres d'eau plate par jour. Quand la crise est sévère, il nécessitera d'une hospitalisation, des antalgiques, une antibiothérapie qui est probabiliste selon le tableau clinique du patient. Dès lors que le malade accède aux soins, je pense qu'il pourra vivre comme tout le monde. Guérir de la drépanocytose est bien possible aujourd'hui grâce à la médecine. Il y a des possibilités d'aller faire ce qu'on appelle de l'allogreffe. Ça veut dire qu'on va remplacer la moelle osseuse du patient, de la personne qui est drépanocytaire, par une moelle osseuse d'une personne qui n'est pas drépanocytaire. Et ça se fait déjà. Ça se fait même au Nigeria à côté. Ça se fait au Maroc. Ce qui vient et qui est en cours et qui va révolutionner beaucoup cette maladie, c'est la transgénétique. Des opérations encore très coûteuses et très contraignantes. Pour les médecins, le seul rempart est de ne pas s'unir quand les deux conjoints ont une électrophorèse de type AS ou AC. Je l'annonçais dans les titres, la mer occupe la plus grande partie de la surface terrestre. La mondialisation des économies repose sur la libre circulation des flux maritimes. C'est par la mer que transitent 90% des marchandises échangées dans le monde. Aussi, 30% des hydrocarbures consommés dans le monde proviennent-ils de la mer. C'est un véritable enjeu de trafic maritime et de navigation. Suivez ce reportage pour plus d'explications. Son importance pour le développement de l'écosystème n'est pas toujours perceptible. La mer joue un rôle important dans la croissance économique de toute nation.
Elle couvre une grande partie de la surface du globe. Notre survie sur Terre en dépend. En matière de biodiversité, il y a plus d'espèces au niveau des mers que dans les océans, parce que c'est interne au continent. Maintenant, la mer constitue la zone d'échange, de tampon, d'évaporation pour pouvoir reprendre la formation des nuages pour la pluie. Et c'est dans la mer aussi que vous avez les métabolismes, parce que fournit beaucoup de CO2 dans l'atmosphère, ça passe aussi par la mer. Il y a aussi la quantité de sel que nous avons au niveau de la mer qui est très utile. Vous allez voir qu'à des moments donnés, on conseille aux gens de consommer ce type de sel-là. Les avantages sont vraiment énormes. Des avantages qui ne cessent d'accroître au fil des jours, notamment dans le secteur des transports maritimes. Environ 80% des marchandises du commerce mondial transitent par la mer. Elle devient ainsi le premier mode de transport avec plus de 9 milliards de tonnes de cargaison chaque année. La mer constitue le seul élément qui permet de transporter les marchandises de poids très élevé. Tout ce qui est fabriqué en Europe et autres, tout est envoyé dans les pays en développement par la mer. Donc le transport maritime constitue un grand rôle dans le développement économique de toute la nation. Vous allez voir que s'il n'y a pas ce transport-là, il y aura vraiment des problèmes sur le plan économique. Je voulais lancer, comment on appelle, pour que nous puissions, à chacun à son niveau, puisse vraiment protéger la mer et éviter vraiment d'aller déposer n'importe quoi dans la mer. Protéger la mer des déchets est la seule solution qui s'impose à l'humanité pour sauvegarder l'environnement. Pour l'heure, l'Organisation maritime internationale OMI a adopté et continue d'élaborer des mesures pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre provenant des navires et réduire la quantité de déchets marins. Quand on évoque la piraterie, on pense souvent aux œuvres discographiques. Pourtant, d'autres œuvres de l'esprit sont piratées au vu et au su de tous. C'est le cas de la piraterie du livre, par exemple. Rapi Goudou, gestionnaire du patrimoine culturel, nous décrit les différentes formes de piraterie du livre qui existent et propose des pistes de solutions pour l'éliminer. Le livre est l'instrument privilégié du savoir. Et qui veut réellement se rapprocher du savoir ne peut passer que par le chemin du livre. C'est une filière, disons, importante pour le développement culturel d'un pays, parce que le livre, avant de devenir ce document, disons, imprimé, qui renferme le savoir, la connaissance, il passe par des étapes. Du coup, c'est une chaîne avant que le document que nous voyons ne soit réellement visible, parce que la finalité, c'est, disons, la rentabilité économique que cet ouvrage-là, qui a été inspiré par l'auteur, puisse apporter. L'importance du livre pour l'économie d'un pays ou la culture d'un pays, c'est à double titre. 1, ça nourrit la connaissance, et 2, ça permet à tous ceux qui interviennent dans cette filière, les acteurs, d'en jouir, donc de pouvoir se servir donc de cette connaissance-là pour pouvoir économiquement vivre. Depuis l'avènement du président Patrice Talon, nous avons constaté qu'il y a des encouragements à ce niveau-là où le livre est considéré comme, disons, une part importante du développement culturel et économique. À savoir que déjà, l'État a initié un projet de réhabilitation et de modernisation des bibliothèques publiques et la numérisation des fonds documentaires. Et après, il y a aussi un projet important qui est le projet du fonds de bonification qui est logé au Fonds des arts et de la culture. Donc ce projet qui vient encourager les industries culturelles. Et parlant des industries culturelles, nous avons bel et bien la chaîne du livre. Du coup, cela vient donner un souffle de soulagement, donc un bouffée d'oxygène à tous ces promoteurs qui vont pouvoir désormais aller à la bancarisation de leur projet d'édition du livre, par exemple, et de pouvoir voir l'État rembourser les intérêts.
Au du Bénin, en Côte d'Ivoire, l'exécutif plafonne le prix du poisson garba, encore appelé photon, à 850 francs CFA le kilogramme dans Abidjan. Ce tarif maximum est appliqué dans la chaîne de distribution du produit, comprenant notamment les amateurs, les marailleurs et les fournisseurs des professionnels de la transformation. Il vise à enrayer la spéculation pratiquée par certains opérateurs et à améliorer l'accessibilité économique au garba, qui est l'un des plats locaux les plus appréciés par la population. Au-delà de la capitale économique ivoirienne et du périmètre spécifié, l'exécutif indique qu'un prix de 900 francs CFA le kilo devra être appliqué par les opérateurs. En Côte d'Ivoire, le garba, plat à base de poisson, de semoule de manioc et de légumes, occupe une place de choix. Le reste de l'actualité à l'international, c'est dans Eco Inter, réalisé et présenté par Patrick Adjabodjou. L'Afrique du Sud pleure le décès de l'un de ses plus grands patriotes. Desmond Tutu s'est éteint le lendemain de Noël à 90 ans. Homme d'église engagé, défenseur infatigable des opprimés, théologien et prix Nobel de la paix, cet archevêque est considéré comme la conscience de la nation arc-en-ciel, thème qu'il a inventé après l'avènement de la démocratie en 1994. Soyons des fabricants de paix, et si nous voulons la paix, travaillons à la justice. En 1984, Monseigneur Desmond Tutu prononçait ces mots devant l'Académie qui venait de lui rendre le prix Nobel de la paix. Il était l'une des figures emblématiques de la lutte pacifique contre l'apartheid. C'est le chaos dans le ciel depuis l'avènement du variant Omicron. La propagation fulgurante de cette nouvelle mutation de Covid-19 perturbe fortement le transport aérien. 8300 liaisons aériennes ont été annulées pendant le week-end de Noël et lundi dernier, 700 vols ont été supprimés aux États-Unis. Les compagnies aériennes s'inquiètent d'un risque de paralysie du secteur. L'Europe concentre à elle seule 55% de toutes les annulations de vols enregistrées ces derniers jours. En plus du manque de personnel navigant, le secteur se heurte aux interdictions de liaison imposées pour freiner la propagation de la Covid-19. Dès le 3 janvier 2022, la consommation debout dans les cafés sera interdite en France et le télétravail sera également obligatoire. De nouvelles mesures de restriction pour enrayer la propagation de Covid-19. Retour des jauges, télétravail et passe vaccinal. Mais pas de couvre-feu pour le réveillon du 31 décembre 2021, ni de report de la rentrée scolaire. Le recours au télétravail sera rendu obligatoire à partir de la rentrée pour tous les salariés pour lesquels il est possible, à raison de 3 jours minimum par semaine et 4 jours quand cela est possible. Et ce sera tout pour ce journal que vous pouvez suivre à nouveau sur le www.oactb.bj. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite de nos programmes.